Alors, Voilà, avec la manette, ouais. je vais reprendre Abrial d'Acosta, notre invité en cours, Vas-y, vas-y. qui travaille aujourd'hui chez Dontnod. Donc, avant de présenter le studio Dontnod, je voulais un peu revenir sur les années 2000. Tu as eu d'autres expériences, tu as ouvert d'autres studios, notamment Digital Lounge. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, bah, il y avait, c'est vrai que si on repart un peu dans les années 2000, on a parlé un petit peu, on a un peu évoqué la crise qu'on a eue en 2001. En 2002, pas mal de structures se sont malheureusement effondrées en France. On s'est tous restructurés à l'époque. On a monté le GDA, on a créé la. Enfin voilà, il y a quand même quelques énergies qui étaient là pour redonner de l'espoir. Et effectivement, après, moi, je m'étais associé avec deux, trois copains. On a monté Electro Games en 2004. J'ai travaillé aussi pour Arkane Studio. Arcane, oui. À Lyon, ouais. Je les ai aidés un petit peu sur la suite Dark Fatalis, qui est devenu en fait Dark Messia chez Ubisoft. Et puis donc, entre-temps, j'ai rejoint Microids en 2008. On avait vécu encore une autre petite crise cette fois-ci, même plus une crise financière, mais c'était pas très grave. Effectivement, en 2010, alors en 2005, quand j'étais chez Electro Games, j'ai recontacté un ami parce que j'ai vu que il y avait Eric Chahi qui avait il avait monté un petit site qui s'appelle anotherworld.fr. Alors, Eric Chahi, rapidement, c'est le créateur de Flashback et de Another World, pour ceux qui ne le connaissent pas. Voilà. Et créateur de Flashback, Paul Cuisset, je me rappelle. Non, pardon, de Another World. Voilà, donc, en fait, Eric lui, était en plein dans ses volcans, avait quitté le monde du jeu vidéo. Et puis, il y a quelqu'un avait fait un petit portage en fait d'Another World sur PC, et il avait mis sur son site pour les fans. Et moi, quand je suis tombé dessus, je fais, mais Another World, c'est quand même assez mythique parce que c'est quand même une personne qui a Oui. vécu pendant 2 ans chez lui à faire son jeu, dans sa cave, à l'âge de 19 ans. Et donc, il y avait toute une histoire à raconter autour de ça. Et revoir Another World 20 ans après, enfin 15 ans après, et juste l'avoir sur un site avec quelques petites explications, je trouvais ça Trop un peu petit. gâché. Faut rendre hommage, oui, oui. Je trouvais ça un peu gâché par rapport à tout l'imaginaire qui s'était créé autour de ce jeu et cette légende d'un gars qui crée un jeu pendant 2 ans chez lui tout seul. Pendant que tu nous expliques un peu tout ça, on met les bandes annonces de Another World et Flashback qui vont arriver ou qui viennent juste d'arriver tous les deux en même temps. Comme ça, tu pourras continuer à nous expliquer un petit peu toutes ces éditions qui sont arrivées au fur et à mesure aussi. Ouais. Oui, c'est pour ça que j'ai fourché d'ailleurs, parce que les deux Voilà. jeux sortent ensemble. Ouais, les deux joueurs ensemble, et c'est vrai que c'était une opération inédite sous la pulsion de Microids, d'enfin réunir les deux jeux mythiques de chez Delphine entre Another World et Flashback. Donc c'est disponible là, dans les magasins. Si le jour vous pouvez aller dans un magasin, en tout cas, ce qu'on veut faire livrer, vous avez les deux jeux sur PS4. Mais justement, pour revenir au 15e anniversaire, j'ai essayé de trouver dans tous mes contacts quelqu'un qui connaissait Eric Chahi pour le contacter, lui proposer qu'on fasse une vraie édition collector, qu'on parle des coulisses, qu'on fasse un making-of. C'est là que j'ai contacté aussi Matt à l'époque, qui m'a aidé à monter le making-of d'Another World, avec Thierry Falcoz qui nous a aidé aussi pour la partie commentaire. On est allé filmer chez Eric. Et bon, je vous passe tous les détails, mais c'était une expérience géniale. On a fait venir Jacques Arborn. Oui, Jacques qui était un des premiers grands journalistes de la presse jeux vidéo aussi, oui, avec Jean-Loup et puis Rachel, j'allais le dire, voilà, qui est le premier retraité du jeu vidéo aujourd'hui. Et en fait, et donc cette fameuse légende en fait où Eric est arrivé dans un magazine de jeux avec ses 2 disquettes, et la première personne qui a joué au jeu vraiment de l'extérieur, c'était Jacques. Ouais. Donc voilà, on a réuni les deux personnes 15 ans après pour c'est fantastique. Alors, il n'y avait pas encore l'engouement qu'il y a aujourd'hui pour le rétro gaming. Et quel avait été l'accueil du public sur cette édition collector? Ça a pris tout le monde un peu de court parce que tout le monde s'est dit, mais à quoi en fait les 15 ans d'Another World? Alors c'est vrai qu'il y a la curiosité, parce que qu'est-ce que t'es qu'Another World? À part les gars qui connaissaient l'Amiga et l'Atari, mais il y a une grosse génération de joueurs qui ont connu Another World sur Super Nintendo, faut le savoir. Et effectivement, la version Super Nintendo a été aussi un peu transformée par rapport à la version originale qu'avait créé Eric sur Amiga. Et c'est un jeu en fait que beaucoup de joueurs ont connu sur plein de plateformes différentes. Il est sorti sur 3DO. Alors, ensuite, il y a même une suite qui a été faite par Interplay, qui est un éditeur américain. Et donc voilà, donc ça, d'un coup, il y a une curiosité qui s'est mise en place. Et ça a été quelque part un bon succès. Et ça a remis Eric sur les rails. Et quand quand iOS est arrivé avec l'iPhone, il y a eu une version dessus, oui. En 2011, donc entre-temps, on arrive en 2010, moi j'ai créé Digital Lounge. En 2011, je travaille déjà avec Dotemu, on se dit, là, le mobile commence à bien décoller, et il y a de la demande pour des jeux rétro, et on a fait l'adaptation ensemble d'Another World sur mobile, et là on a retouché un nouveau public,
Et justement, un public différent, un public mobile. Et comme l'adaptation faite par Dotemu était vraiment très bonne, même sur un Android et même sur une tablette, vous pouvez y jouer parce que c'est quand même un jeu qui est très dur. Hein. Oui, oui. Alors justement, moi, je voulais te parler de la difficulté ce qu'on appelle les vieux jeux, qui est les jeux auxquels nous on a joué quand on avait la vingtaine. Ces jeux-là étaient plus difficiles que les jeux d'aujourd'hui. Ah, complètement. Il y avait. En plus, là, c'est un système de try and retry, en fait, enfin try and die. En gros, tu perds, boum, t'es puni, il faut que tu refasses tout. Il fallait faire tout le niveau. Oui, oui, t'as pas de sauvegarde, ou c'est pas comme. J'adore, là, je me suis remis sur Assassin's Creed Odyssey, mais t'es en train de mourir, tu fais 5 mètres, ta jauge elle remonte, et puis tu reprends. Là, non. Là, j'ai joué à Control, c'est un peu ça, tu vois. Le Control, tu tapes les boss, boum, tu refais le niveau, quoi. Ouais. Et bon, c'est vrai que c'est un peu punitif, c'est un peu. Alors, Chafouchou sur internet qui se moque presque de nous, qui dit c'est même plus du rétro gaming, c'est plus du gaming vintage. On peut dire ça comme ça aussi. Je ne commenterai pas. C'est vrai qu'à Another World, ce qui a changé, c'est que à l'époque, quand vous jouez à un jeu, c'était pour faire du scoring aussi. C'est-à-dire que Oui. il fallait absolument avoir le high score, être au top, etc. Alors qu'Another World, c'est une histoire, une aventure dans laquelle vous vivez une expérience et il n'y a pas de scoring. Il faut survivre. Et donc, on vous balance là-dedans et hop, on se tape des limaces, on se tape des trucs, on se fait pourchasser par un espèce d'énorme. Les fameuses limaces tueuses, oui, oui, oui. Et tout ça dans une cinématographie qui était inédite pour l'époque, avec une animation incroyable. Donc, on avait passé vraiment un cap, on est passé justement de l'espèce de jeu de scoring à des vrais jeux d'aventure. Alors après, je parle pas de jeux d'aventure quand on avait les point and click, mais là, c'était un vrai jeu d'action dans lequel on était dans un monde complètement un univers complètement délirant. Alors, je crois que tu as continué à bosser avec Eric Chahi. Tu as même participé un petit peu à l'expérience Paper Beast qui vient de sortir, son tout nouveau jeu en VR. Bah, on va se le mettre aussi pendant que vous on va en voir parlez. quelques images. Ouais. Et qu'est-ce que tu as fait exactement avec Eric là-dessus? Bah, Eric, tu sais, voilà, depuis 2005, du coup, je suis resté son agent, entre guillemets. Je m'occupe de la marque Another World. On a fait le 20e anniversaire sur console, sur toutes les versions de console, PS4, PS3, Vita, Xbox, etc. Et puis, on se suit, on est amis depuis longtemps maintenant. Et quand on m'a proposé, donc en 2011, il travaillait, quand on a fait l'adaptation justement de Another World sur mobile, Eric avait ce projet d'un God Game, From Dust. Et donc, son trip, ça a toujours été la nature, voilà, l'effet de la nature sur les hommes et comment on peut essayer de contrôler un peu cette nature. Et donc, From Dust, c'était déjà un peu la genèse d'un Paper Beast. D'accord. Et donc, sur Paper Beast, juste avant ça, Eric a travaillé sur un simulateur pour les volcans, en fait. C'est pour l'île de la Réunion. C'est un grand passionné de volcans, il a voilà, beaucoup travaillé dessus. C'était à peu près vers 2015-2016. Je crois que c'était vers 2014-2015 en fait. Il a travaillé donc sur ce simulateur avec un de ses amis. Ils ont créé toute une technologie, un moteur qui permet donc de simuler vraiment tous les types de volcans. Donc les types hawaïens, haïtiens, etc. Et donc il a fait ça pour le centre de volcans à l'île de la Réunion. Et donc ça lui a donné des idées. Par la suite, il a dit attends, on a monté un moteur. J'aimerais me remettre à faire un projet. Et là, il a recontacté des anciens qu'il connaissait chez Ubi. Il a monté une équipe à Montpellier, une dizaine de personnes. Et puis, du coup, à ce moment-là, on a aidé, je l'ai aidé à monter le projet. Donc, voilà, tu parles pour un jeu, une équipe de 10 personnes. Ouais, ils étaient une petite dizaine sur On peut encore fabriquer des jeux modernes qui marchent en VR avec de la 3D et tout ce qui est bankable aujourd'hui, avec un studio français de 10 personnes. Incroyable. Hein. Ouais. Non, parce qu'on avait reçu Emmanuel d'Ubisoft il y a quelques émissions déjà, qui nous parlait de 100 millions d'euros, de dollars ou d'euros pour Assassin's Creed Odyssey, avec 4 studios qui bossent en même temps. Avec des équipes qui se comptent par dizaines, effectivement. Bien sûr, on est dans des échelles qui sont complètement délirantes, mais qui sont dans les normes de marché pour un AAA. On voyait des GTA et des gros jeux de cette norme, c'est sûr que ça engage des équipes incroyables. Alors effectivement après, c'est un peu comme dans le cinéma et dans d'autres segments de l'entertainment. Vous avez les blockbusters et puis ensuite vous avez toute cette scène indé avec justement des gars qui sont capables de faire encore des jeux à 5, 10, 15 personnes. C'est de l'artisanat au sens noble du terme, quoi. Complètement. Voilà. Et aujourd'hui, grâce au digital, voilà, des auteurs, des petites équipes peuvent s'exprimer, peuvent vendre directement leurs jeux. De toute manière, Eric Chahi, il n'aurait pas envie de se retrouver à la tête d'une équipe de 100 personnes, c'est pas sa cam. Ah non, c'est clair. Voilà. Ah ouais. Non, il a toujours cette vision, même sur From Dust, c'est une petite équipe, même chez Ubisoft.
ils avaient pris quand même un petit pari à l'époque sur From Dust, hein, parce que c'était vraiment une petite équipe. Donc oui, non, c'est là sur Paper Beast, il y avait ce que j'ai trouvé génial dès qu'Eric m'a montré le projet, c'était cette vision entre From Dust et Another World, et une vision onirique en fait, avec tout un délire autour de ce qui se passe dans un serveur à l'échelle nano, et toute une espèce de faune qui pourrait se créer dans les serveurs, dans cette espèce de papier en fait, et toute cette relation entre la réalité qui est le papier, l'écrit et le numérique. Donc comment le papier se transforme avec des 0 et des 1. Ouais, C'est un peu c'est une ça super idée. cette genèse, et derrière c'est dit mais comment j'ai inventé ce monde encore de papier qui devient vivant. Donc c'est toute l'origine de Paper Beast, avec aussi tous les flux en fait de la faune et on voyait ce qui est intéressant sur cette réflexion encore de la création de matière à partir des 0 et du 1, c'est comment cette faune, comment tous ces bestiaux vont se former, vont avancer, vont se merger dans cet univers aussi. Donc il y avait toute une réflexion un peu philosophique derrière Paper Beast. Et quand vous jouez au jeu, c'est une suite de missions, de choses, de rencontres, qui sont complètement inimaginables, quoi. Donc, je trouve ça... Alors, à Brial, aujourd'hui, tu travailles chez Dontnod, qui est un studio, qui est un peu un des gros studios français actuellement. Alors, tu es Business Development Director. Ouais. Ça veut dire quoi, en fait? Tu bosses sur dans quel domaine? Je fais ce que je faisais déjà depuis longtemps. Je m'occupe de vendre les projets, je m'occupe de suivre les partenaires, je m'occupe de rencontrer et de pouvoir trouver les meilleurs partenaires pour nos projets et nous aider à financer les projets. On en parlait tout à l'heure un petit peu des budgets, hein. Effectivement, il y a une inflation de budget parce que les joueurs aussi veulent des expériences de plus en plus immersives. Certains veulent des expériences aussi plus longues. Nous, on est sur un autre domaine, on est sur des jeux qui sont en double A, on n'est pas sur des budgets énormes, on est quand même sur des équipes qui peuvent monter à 50 à 80 personnes. C'est quoi un budget pas énorme pour toi, pendant qu'on met la bande-annonce de Life is Strange 2 derrière? Voilà, c'est 10 à 20 millions d'euros. 10 à 20 millions d'euros? Ouais, c'est Sur des budgets AAA qui peuvent montrer entre 50 et 100 millions. Hein. Oui, c'est ça. Puis eux, ils rajoutaient 20 millions pour le marketing. Vous, c'est 1 million, 2 millions? Proportionnel, ça dépend, oui. Ça dépend des projets. Et... Alors, Dontnod, c'est un studio français qui a commencé en 2008, je crois, avec Remember Me, qui était... oui, on peut en mettre un petit peu on va d'image. mettre Remember Me, ouais, tout de suite. Qui était un jeu de SF qui a pas eu un succès gigantesque, mais qui est devenu culte, en fait, hein, et qui est un peu sorti de l'imaginaire d'Alain Damasio, l'écrivain, et d'Alexis Briclot aussi, le graphiste. Damasio qui cartonne depuis, hein. Aujourd'hui, Ouais, La Horde du Contrevent, il en a ressorti un là il y a quelques mois. Oui. Briclot aussi, il cartonne, hein, faut pas... Oui. Ouais. Aussi, hein, il bosse pour Marvel et tout, ça va. Oui. Moi, c'est vrai qu'à l'époque, je connaissais qu'Oscar parce qu'on s'est connu, qui était un des fondateurs aussi, hein, qui est toujours le CEO, qui est cofondateur de la société. Oscar, on se connaissait depuis 2003. Et puis déjà, quand j'ai su quand j'ai fait connaissance avec les autres cofondateurs de Node, là, j'ai halluciné parce qu'il y avait tellement déjà de talents réunis pour avoir une ambition énorme et faire justement du AAA en France, que j'avais juste connu ça à l'époque chez Arcane. Il y avait peu de structures indépendantes et qui est justement déjà cette ambition de faire des choses de qualité et raconter des belles histoires et aussi avoir de trouver des... on ne parlait pas encore vraiment de narration, mais déjà créer des héroïnes fortes, fort, créer quelque chose dans le cyberpunk, tout ça c'était nouveau. Et justement, le studio Dontnod a explosé totalement en lançant la licence Life is Strange. C'est un jeu à épisodes et narratif qui a cartonné. Je crois que personne n'attendait un tel carton. C'est une histoire d'amour-amitié. En plus, c'est vraiment une histoire super belle. Moi, j'ai tremblé d'émotion. En plus, c'est un jeu qui a touché beaucoup le public féminin, non? Parce que quand on voit sur les forums, j'ai l'impression qu'il touche plus le public féminin que d'autres jeux. Est-ce que tu peux confirmer ça, Gabriel? C'est vrai que, alors, avec Life is Strange, l'équipe a pris un contre-pied hallucinant. Ils étaient très fans de ce que faisait Telltale, surtout du Walking Dead. Et l'objectif, c'était vraiment de créer quelque chose de nouveau. Tellement nouveau qu'à l'époque, beaucoup d'éditeurs ont refusé parce que parler d'une histoire d'amour entre deux filles, enfin d'une histoire d'amitié, qui peut devenir une histoire d'amour, parler de thématiques qui touchent le passage
À l'âge adulte. À l'âge adulte, vraiment des moments importants dans ta vie pour tout le monde. Donc voilà, ça a été la genèse vraiment d'un raz-de-marée incroyable parce que toutes ces thématiques ont tellement été approchées avec finesse, avec un vrai travail cinématographique d'écriture et en plus arriver à créer un gameplay vraiment qui est enraciné dans l'émotion. Donc vraiment générer ces émotions par rapport à tous les choix que vous faites et toutes les conséquences que vous allez avoir dans le jeu. Donc tout ce mix a été incroyable et on s'attendait pas, toute l'équipe ne s'attendait pas à ça, mais ça a touché le monde entier. À propos de vie étrange, les joueurs du monde entier nous écrivent pour dire que ils ont reconnecté aussi avec beaucoup de gens, ont reconnecté avec leurs parents, des ados qui n'arrivaient pas à parler, et beaucoup de thématiques parce qu'ils ont réussi dans ce jeu-là à quelque part à trouver des réponses à des questions qui se posaient. Donc vous êtes allé au-delà du jeu en fait. Avec un jeu, ça a servi un propos, comme tu le dis, pour des familles qui se sont reconnectées ou des choses comme ça. Vous n'aviez pas du tout anticipé ou prévu ça? Il y avait cette volonté dès le départ et c'est juste le succès mérité et espéré. Il y avait déjà, si tu veux, dans l'étudier, il y avait abordé déjà une DA, une direction artistique qui était très, très indé, on va dire, un peu dans la Sundance, etc. Il y avait cette idée vraiment de parler de cette relation entre deux filles et tout ce qui tourne autour. Mais effectivement, toutes ces thématiques qu'on croise dans l'adolescence, c'était quelque chose de voulu, mais après, voilà, on touche un public, on touche pas. Et là, vraiment, ça a vraiment touché avec tellement de sensibilité que ça a été un peu universel. Les personnages forts, féminins, quand vous jouez avec Max et Chloé dans le jeu, c'est vrai que c'est des personnages ordinaires qui sont dans des situations extraordinaires, puisque Max a un pouvoir et donc qui permet de revenir dans le temps. Et c'est ce qui a plu aux joueurs et aux joueuses. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de joueuses, on a aussi beaucoup de joueurs. Mais c'est vrai que voilà, l'identification a été très forte tout de suite avec ces deux personnages. Et ça a vraiment bien fonctionné. Et dans le deuxième épisode, il y a eu un basculement total, en fait, puisque on n'a pas eu la suite exacte de l'aventure. Sur Life is Strange 2, non, c'était une nouvelle saison. On a dit là, l'équipe voulait retravailler sur une autre thématique qui est l'éducation. Et donc là, c'est l'histoire vraiment de frangins. Et je ne vais pas trop vous spoiler, il faut vraiment vous y jouer parce que c'est incroyable aussi. Et pareil, on a encore ces personnages ordinaires qui se retrouvent encore dans des situations extraordinaires, avec aussi un petit pouvoir, vous allez découvrir. Mais c'est une aventure qui est extraordinaire. Et là, pour le coup, l'équipe a voulu aussi rallonger le plaisir. On va dire les épisodes sont un peu plus longs. On découvre aussi une partie de l'Amérique qu'on n'aurait peut-être pas connue à pied. C'est tout un road trip. Aussi un passage. Tu parles de saison et d'épisodes. Ouais. Précisons en effet que c'est un jeu vidéo atypique, que vous faites partie de cette vague, vous l'avez peut-être même créé ce mouvement, ou en tout cas vous en êtes un des fervents représentants, c'est ces jeux à épisodes. Alors qu'est-ce que ça implique? Est-ce que c'est pour finalement pouvoir financer plus facilement l'épisode suivant parce qu'un jeu coûte un peu moins cher épisode par épisode? Est-ce que c'est une logique économique? Est-ce que c'est une logique scénaristique? Qu'est-ce que ça apporte d'amener la notion d'épisode et de saison dans le jeu vidéo? Alors c'est vrai que l'équipe a été très inspirée, comme je disais tout à l'heure, par Walking Dead, qui justement a vraiment créé des belles mécaniques pour créer de l'émotion et chaque épisode était à chaque fois un nouveau passage. Je pense que ce qui est intéressant, comme dans la série télé sur les épisodes, c'est qu'est-ce qui va se passer dans le prochain. Tous les choix que j'ai faits dans l'épisode précédent, qu'est-ce qui va se passer dans l'épisode suivant. Donc il y a une espèce, c'est vrai qu'en termes de scénario, il y a cette espèce d'attente. Il y a cette espèce en même temps, qui est une récompense et une frustration en même temps, parce que ça fait beaucoup parler. On a vu la communauté entre deux épisodes qui avait explosé, parce que chacun se disait, parce qu'à chaque épisode, en fait, si vous avez déjà joué un jeu épisodique, vous avez des statistiques, vous pouvez savoir une partie de la communauté, quel type de choix a été fait, etc. Et donc, c'est vraiment une partie aussi qu'on aime bien dans les jeux épisodiques, c'est que chacun se crée son expérience. Et par rapport à ces choix, on crée de nouvelles conséquences également aussi. Tu veux dire que vous pouvez analyser le comportement, excuse-moi de te couper, le comportement des joueurs sur un épisode donné, et vous allez fabriquer l'épisode suivant en fonction de ça? Alors, non, parce que c'est très très dur déjà de créer une saison. Les 5 épisodes de Life is Strange, c'est plus de 3 ans de travail. Et donc, oui. on a fait quelque chose, on a fait quelques choix à un moment, parce qu'il y a
pour ceux qui n'ont pas joué à Life is Strange, il y a, dans l'épisode 2, il se passe une grosse action à faire. Et donc, on s'est dit dans l'épisode 3, comme il y a un personnage qui avait beaucoup marqué les joueurs, on a dit bon, on va donner un petit peu d'espace à ce personnage. Et là, l'équipe a réécrit des petites choses en plus, des dialogues. Et ça a permis un peu de répondre à la demande aussi des joueurs. Mais c'est très dur de prendre en compte ça. En fait, on ne trace pas réellement les comportements. On essaye de savoir un peu comment les joueurs abordent quel type de situation et comment ils vont y répondre. Et comment par rapport leur expérience. Par rapport à l'actualité, à Brial, est-ce que vous allez créer un jeu en fonction de ce qui s'est passé actuellement? C'est pas le propos, mais par exemple, si tu joues à Life is Strange 2, on parle beaucoup de l'Amérique de Trump d'aujourd'hui, donc c'est très authentique. Et justement, je peux pas parler de la fin de l'histoire, mais nos deux héros sont d'origine mexicaine. Et donc, ils vont retrouver leur mère au Mexique. Et donc, il y a toute une histoire avec le mur de Trump, etc. Mais faut pas trop en dire, mais c'est vrai. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, la réalité aussi, on est confronté à une réalité où de toute façon, ça qui dépasse la fiction. Hein. Voilà, qui va aussi encourager, qui va influencer, je pense, les créateurs dans le futur également. Et ça pourrait faire l'objet d'une thématique d'un ou plusieurs jeux vidéo, oui, dans le futur, c'est sûr. L'écriture, quand on est sur ce genre de jeu, dès le début, vous savez qu'il va être en 5 épisodes, ou 3 ou 6. L'écriture n'est pas la même, la construction n'est pas la même que de faire un... Je veux dire, si la durée des 6 épisodes, elle est de 50 heures, vous n'allez pas diviser 50 par 6 pour chaque épisode. C'est une autre construction. On est comme un arc narratif qui tient plus de la série télé que du film, en fait, si on doit faire un parallèle. Tu as exactement dit le mot, c'est un arc narratif complètement paralysé avec la série télé. Et ensuite, voilà, en fonction de comment avancent les épisodes, on va tailler, on va rajouter, enfin l'équipe après vont rééchelonner au fur et à mesure des épisodes comment ça va se dérouler. Donc, mais après, c'est vrai qu'on ne décide pas vraiment, on se dit que par exemple sur Life is Strange 1, il y avait on va dire 2 à 3 heures de jeu quand vous faisiez aussi on peut aussi faire pas mal de collections dans le jeu. Il y a de la rejouabilité, on peut revenir dans le jeu, mais c'est en gros 2 à 3 heures de jeu. Life is Strange 2, on est déjà un peu plus long, on est plutôt sur du 4 heures. Ouais. Donc par rapport à Dontnod, je pense que le studio peut envisager l'avenir avec sérénité. Il y a plein de projets, je pense que les gens peuvent aller suivre sur les réseaux et sur les internets, comme on dit. Mais il n'y a pas que Dontnod en France, il y a plein de studios qui en ce moment, ces dernières années ont explosé. Je pense à Kiloton, je pense à Dotemu qui sort Street of Rage 4 le 30 octobre, la semaine prochaine. Ouais. Je pense à Zobo, à Bordeaux, à Quantic Dream, à Kiloton, enfin, je ne sais plus si je l'ai déjà dit. Ouais, on dirait pas avec tous ces noms, mais ce sont bien des studios français. Hein. Voilà, oui, quand même. Des studios français. Il y a Shiro Games aussi. Voilà, Shiro Games. Bon, non, mais la liste est longue, hein. La liste est très longue. Oui, il y a un vrai vivier, hein, comme tu dis. Et Abriel, toi qui es un peu au centre de tout ça, est-ce que tu peux dire qu'en ce moment, le jeu vidéo français se porte bien? Je crois qu'il ne s'est jamais aussi bien porté, hein, c'est clair. Et on a vraiment de la chance aujourd'hui d'avoir déjà des belles écoles. Donc pour ça a été aussi un long chemin pour qu'il y ait des gens qui montent des écoles et montent des bons cursus de formation très importants. C'est vrai qu'on en parlait beaucoup dans l'animation parce que c'est vrai qu'on beaucoup de talents français en animation sont partis à l'étranger et sont revenus aussi. Mais dans le jeu vidéo aujourd'hui, on peut vous dire qu'on a des très très belles écoles et grâce à ça a permis aussi de créer des belles équipes et ultra talentueuses. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que là, tu vois, il y avait cette fameuse cérémonie des Pégases. On a pu voir vraiment la diversité, vraiment l'essence de cette multiplication de talents, de studios et de jeux vraiment très variés qui sont aujourd'hui créés en France. Et c'est aussi dans des genres très différents en plus. De gens on a aussi grâce aussi au CNC qui nous a aidés. Le SNJV, oui. Le SNJV qui a toutes ces actions. Nous, le crédit d'impôt qui en a mis en place depuis 2006. Donc effectivement aussi, ça a permis de donner de l'élan à des créateurs. Lui qui partent à l'étranger et monter leur studio, ils pouvaient le monter en France. Et ça aussi, c'est important parce qu'il faut qu'il y ait des studios qui se montent. Il faut qu'il y ait aussi qu'il y ait de l'innovation, qu'on ne soit pas non plus à être toujours sur les mêmes types de jeux. Ouais. Aujourd'hui, on a un très beau, une très belle
très belle image des studios en France et de création. Le Et scénario. justement, Vas-y. au-delà de l'aspect technique, purement technique, dont tu parlais avec la formation dans les écoles, etc., il y a aussi ce qu'on a longtemps appelé la French Ouais, Touch, c'est ça. de créativité, de touche française, en fait, qui est assez exceptionnelle, en fait. Ouais, mais j'aime pas trop parler de French Touch parce que c'est vrai qu'à l'époque, c'était un peu. C'était le Ouais. terme, le C'est Graal. c'est lié à une crise, Ouais, en ouais. fait. C'était Ouais. Bien sûr, mais dommage bon. parce que c'est vrai que c'était. C'est vrai que on en parlait beaucoup pour la musique électronique, etc. Mais oui, il y a une génération de créateurs en France dans les années 80-90 qui s'est un peu épuisée en fin 90 parce que bah voilà, on a eu des problèmes économiques. Mais voilà, qui est revenu depuis 10 ans, on peut être fier qu'on a une vraie touche, mais une touche aussi maintenant qui est plus multiculturelle et qui est internationale. Donc on a. Est-ce que les studios ont toujours un cycle de vie aussi compliqué? C'est-à-dire qu'on embauche pour un jeu qui va durer 3 ans et qu'il faut rapidement avoir un autre projet en développement parce que sinon on a l'équipe qui est salariée, qui risque avec des charges à payer. Est-ce que c'est toujours aussi compliqué? Est-ce qu'un jeu peut toujours mettre un studio en faillite? Est-ce que un jeu qui réussit trop, faut arriver à gérer ce succès justement pour faire grossir le studio comme il faut, mais pas passer tout de suite à un titre trop démesuré, sinon on peut se planter tout de suite après sur le suivant, il faut monter les marches une après une. Est-ce que les mécaniques qui étaient finalement difficiles, les dangers d'il y a 10 ou 20 ans, qu'on a connus au début du jeu, sont toujours là? Il y a toujours un risque de toute façon. Maintenant, par rapport à 10 ou 20 ans, ce qui a changé, c'est que d'une part, tu vois, la distribution digitale permet aux studios vraiment de toucher directement un public. Ouais. Il y a des éditeurs aussi spécialisés qui sont maintenant. C'est plus comme à l'époque, tu avais un éditeur qui pouvait tout financer. Maintenant, le studio peut aussi cofinancer une partie et travailler aussi en édition avec un autre partenaire. Oui, où il y a du Quickstarter. Tu peux un peu dérisquer, on va dire, ton projet. Alors effectivement, tu es toujours à risque parce qu'on est dans l'entertainment et que si tu touches pas un public et que tu touches pas ton public, bah oui, tu peux te planter, c'est sûr. Mais on a vu, je pense, moi, ce que j'ai vu depuis 10 ans, il y a quand même eu moins de cassage qu'à l'époque parce que justement, on a mis en place beaucoup d'aide, on a encadré, tu vois, les clusters qui sont montés dans chaque région en France. On a Capital Games à Paris, tu as Bordeaux Games du côté de Bordeaux, tu as l'Association du Nord, etc. Ça a permis aussi de donner un cadre à des jeunes créateurs, à des petites équipes, de les aider et puis justement de leur donner aussi des outils pour pouvoir justement passer le cap du premier jeu, du deuxième jeu, s'organiser pour la suite. Et ça, c'est très important. Et effectivement, si tu veux capitaliser sur un succès, capitaliser sur une équipe, tu n'as pas le choix, il faut s'organiser, il faut anticiper. Et bah, nous, voilà, c'est vrai que nous, on est chez Capital Games aussi, on est dans des associations de la SNJV. Bah, il y a beaucoup d'ententes, beaucoup de discussions entre studios, on est là pour tout changer. Il faut s'entraider, c'est ça qui est important. Et tu peux nous dire sur quoi tu bosses aujourd'hui ou c'est secret? On bosse sur beaucoup de projets. D'accord. On répuise bientôt. Voilà. Il a répondu, hein, il n'a pas dit c'est secret, il a répondu. Matt? En plus, Dontnod est une société publique. Oui, en Qui est plus. entrée en bourse il y a 2 ans, donc on a un site dédié sur la bourse et vous pouvez voir Ouais. notre activité et tout est transparent. Des beaux résultats, oui. Merci. Matt? Surtout de très beaux jeux. Oui, totalement. Très beaux talents chez Dontnod. Précisons ce qui est Ceci intéressant. expliquant cela, ouais. Oui, ce qui est intéressant aussi, et ce qui m'avait beaucoup touché à Brial sur le site de Dontnod, c'est le fait qu'il y a vraiment cette logique d'auteur qui est mise en avant. Philippe Ulrich parlait de ça il y a quelques temps déjà, et là on le voit aussi chez vous. C'est sur le site, ce sont les auteurs qui sont mis tout de suite en avant, qui sont derrière le jeu. Ce sont des créateurs. Il y a toute une équipe, mais il y a 2-3 personnes qui sont vraiment là. C'est vrai qu'on travaille encore team. Tu vois, sur la Fiche Strange, tu avais Raoul, Michel et Jean-Luc qui est vraiment le trio, mais derrière, c'est toute une équipe. C'est ça aussi, oui. Personnes. Et voilà, qui suivent. Et justement, derrière, ces équipes vont aussi pouvoir, derrière, grâce à l'élan des core teams, créer aussi leur propre jeu. Alors, c'est vrai que, par exemple, tu sais, à l'époque, Electronic Arts, les premiers jeux d'Electronic Arts mettaient toujours leur créateur en avant, Oui. le programmeur, le graphiste. Alors, c'était toutes petites équipes. Mais c'est important qu'on ait des visages derrière des créations. C'est important de dire que voilà, c'est des équipes qui travaillent dur, longtemps, et aussi qui ont une satisfaction énorme quand ils ont un public qui leur dit merci, vous m'avez fait rêver, vous m'avez donné une expérience inoubliable. Et c'est ça la satisfaction. Et quand tu vois les équipes, quand ils voient les messages des gens sur Twitter, etc., C'est super il gratifiant. n'y a pas plus beau comme cadeau, je trouve. Totalement, oui. Et voilà, c'est très important, voilà, que les gens soient reconnus et que les équipes soient reconnues derrière une marque. Il y a des gens, il y a des hommes et des femmes
et beaucoup de talent. Donc voilà, ça c'est très important aussi pour nous et on laisse beaucoup de créativité. Il y a de la vie et des sentiments. Très important. Matt, Très important, c'est la créativité aux équipes. Ouais, je crois qu'Abrial a bien conclu cette belle aventure de Life is Strange que je conseille totalement. D'ailleurs, le jeu est sorti chez Square Enix. ce qui est quand même pas mal, ouais. En partenariat avec Square Enix, c'est un des plus gros éditeurs japonais au monde. Et on vient de sortir donc Life is Strange 2 au Japon, justement, puisque le premier avait eu déjà un bon petit succès. On a eu un prix, c'est notre premier prix au Japon qu'on a eu c'était en 2017 de mémoire, que Oscar a reçu, qui était le prix des créateurs japonais. Vraiment, c'est tous les créateurs qui ont dit on a élu le meilleur jeu, un jeu étranger comme Life is Strange. C'est super gratifiant d'être reconnu par ses pairs à l'étranger. Oui, c'est une forme de l'équipe, consécration. Ça a été aussi une belle récompense. Et là, au Japon, on a une super note sur Famitsu en note croisée. Donc voilà, Life is Strange démarre sa vie maintenant au Japon et on est très fiers parce qu'on est très très fan du Japon. Bon, bah, je te remercie, mais tu t'en vas surtout pas.